Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau bilan. Ça y est, la nouvelle série EV6, Mascarade Crépusculaire, est sortie en France. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Whatnot pour assister à mes box breaks et en vous inscrivant via mon lien de parrainage disponible en description de cette vidéo, vous bénéficiez de 15 € utilisables comme bon vous semble sur l'un de mes lives. Voilà, Whatnot est mon partenaire pour cette année 2024, vous le savez, et je les en remercie. C'est donc l'heure de faire le bilan de la série EV5, quelles sont les forces et les faiblesses de ce set, qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu. C'est parti pour le bilan. Comme d'habitude, on commence par l'histoire et l'ambiance générale de la série, et pour ça on va lire le descriptif. Les rangs des Pokémon temps passé et temps futur continuent de grossir. Serpenteau X se libère des chaînes du passé aux côtés d'Irfoudre X, tandis que Ver de Fer X impose une justice high-tech avec Chef de Fer X. À l'extérieur de la zone 0, Trio Pico et Farigiraf changent de type en tant que Pokémon X Terra Crystal, et les dresseurs et dresseuses Pokémon du monde entier se préparent pour le retour des cartes high-tech aux effets puissants et uniques. Une brèche temporelle s'est ouverte, amenant avec elle des bêtes sauvages et des créatures futuristes dans l'extension Écarlate et Violet Force Temporelle du JCC Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La première chose déjà, c'est l'omniprésence des Pokémon temps passé et temps futur, donc des Pokémon paradoxes. Moi personnellement, je n'ai rien contre eux, je les aime bien. J'ai beaucoup joué aux jeux Écarlate et Violet, y compris aux DLC qui sont sortis récemment. C'est vrai, hein, j'ai pris pas mal de plaisir à faire les DLC. Malgré tout, je remarque quand même, de manière générale, une certaine indigestion des Pokémon paradoxes. C'est-à-dire que le concept plaît bien, les gens ont rien de spécial contre les paradoxes. Ce qui pose problème, c'est quand on touche à nos Pokémon bien aimés. Dans cette série, par exemple, ça va être Raikou, Entei et Suicune qui deviennent Irfoudre, Serpenteau, Feu Perçant. Les gens ont beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que pour eux, on remplace des anciens Pokémon par des aberrations. Ils n'arrivent pas à concevoir le fait que ce ne sont pas les mêmes Pokémon en fait, hein, tout simplement. Ce n'est pas parce que il y a Feu Perçant que Entei ne peut pas exister. Hein, c'est simplement une autre conceptualisation, parce que il y a la question de la temporalité dans Écarlate et Violet, c'est vrai, temps passé, temps futur, tout ça c'est une question de temporalité, mais il y a aussi une question spatiale, hein, ce sont des questions spatio-temporelles, c'est pas uniquement de la temporalité, c'est-à-dire qu'on a toute cette question d'univers parallèle, etc. qui ressort, et c'est d'ailleurs assez bien développé dans le DLC. Bon. Toujours est-il que les Pokémon temps passé et temps futur sont toujours là. Il y aurait peut-être pu avoir, on va dire, une certaine pause sur ces Pokémon-là. On est sur un nouveau bloc, donc effectivement, il faut que les éditeurs eh bien, nous parlent de tous les Pokémon, de tous ces nouveaux Pokémon qui existent. Il faut qu'on les voit tous dans les séries TCG, c'est bien normal. Mais peut-être qu'effectivement, le rythme est un petit peu trop assidu. On en voit trop vite. Et c'est peut-être cette fameuse indigestion qui bloque les gens et qui fait que des séries comme ça, finalement, marchent moins que ce qu'elles auraient dû, que l'effet qu'elles auraient dû avoir, malheureusement, parce que les gens en ont peut-être un petit peu marre. Ensuite, deuxième chose qu'on remarque, c'est les Pokémon Terra Crystal. Alors, c'est une mécanique très intéressante dans le jeu vidéo, je trouve. Personnellement, dans le TCG, au niveau purement esthétique, je trouve que c'est rarement réussi. La Terra Cristallisation, voilà, encore une fois, c'est très intéressant. Les raids Terra Crystal, la musique des Terra Crystal, les animations dans le jeu vidéo, tout ça, c'est très cool. Après, au niveau des cartes, j'ai tendance à penser que, de manière générale, les effets, ils sont pas forcément extraordinaires, c'est un peu too much, quoi. Et on s'y perd un petit peu, je trouve. Donc, la première chose qu'on constate à la lecture de ce texte, c'est que les marqueurs qui étaient présents, par exemple, dans la série EV4, ils reviennent en force avec cette série EV5. Donc, il n'y a pas de nouveauté, hein, rien de nouveau sous le soleil, le programme reste à peu près le même. Et je pense que c'est ça qui pêche un petit peu. Ensuite, on a le retour des cartes high-tech. Tout ça, on en reparlera un petit peu après. Hein. De toute façon, on fera une conclusion globale avec tous ces éléments-là. Les cartes high-tech, personnellement, c'est pas des cartes que je trouvais incroyables à l'époque de Noir et Blanc, quand elles sont apparues. Maintenant, je les trouve pas incroyables non plus actuellement, donc ça va pas être un point positif pour la série. Vous allez voir, hein, heureusement la série a plein de points positifs et on en parlera après. Les cartes high-tech pour moi n'en font pas partie. Alors elles apportent peut-être à nouveau quelque chose de très intéressant pour le jeu de cartes et on parlera très peu de l'aspect compétitif ici dans cette vidéo. Donc ça c'est très bien pour les joueurs de cartes, hein. Les cartes high-tech, je sais qu'elles sont très fortes, etc. D'un point de vue purement esthétique et d'un point de vue cohérence de la série dans sa globalité,
là, je suis un petit peu plus partagé, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Il y a 218 cartes dans la série, bon c'est beaucoup, mais on a quand même été habitué à des séries qui avaient encore plus de cartes que ça, donc ils ont fait un effort, ils ont un petit peu réduit, je trouve, eh bien le nombre de cartes qu'on pouvait trouver, donc ça c'est bien, c'est un point positif. Donc on a effectivement 22 AR, on a 6 gold, hein, donc les gold, à nouveau, hein, c'est pas des cartes que je trouve fantastiques, mais on a aussi des alternates très sympathiques, 7 high-tech et 18 X, full art, etc. Voilà, donc tout ça, on en parlera un petit peu après, mais c'est vrai que de manière générale, bon, quand on lit ce texte, on se dit, il n'y a rien d'exceptionnel. On est à peu près dans les mêmes idées que d'habitude. Au niveau des items, on avait donc la display force temporelle, avec effectivement Serpenteau sur la devanture, avec une illustration vert de fer, hein, qu'on peut le voir ici. Donc les Pokémon Paradox, hein, finalement, ont été complètement mis à l'honneur, et c'est eux qu'on distingue de prime abord. On avait 2 ETB également, donc l'ETB Serpenteau et l'ETB vert de fer, ainsi que le bundle, tout simplement. Voilà, donc pas une énorme diversité d'objets, hein, pas une énorme diversité d'items sur cette série EV5. On a vite fait le tour des objets trouvables, mais bon, c'est peut-être pas plus mal aussi qu'il n'y ait pas 50 000 coffrets. Ça peut être effectivement une bonne chose, surtout quand on sort de 4.5 Destiné de Paldea. D'ailleurs, on en reparlera de 4.5 Destiné de Paldea, mais je trouve quand même que cette série a fait mieux que 4.5. Mais chaque chose en son temps. On va commencer par les communes, hein. Vous le savez, le but de cette vidéo, c'est d'aborder toutes les raretés, hein. C'est ce qu'on fait à chaque fois dans les bilans, et je vais donc vous présenter mes communes, mes peu communes, mes holos, mes AR, etc., préférés. Dans chaque catégorie, on va voir quelles sont mes cartes préférées. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire dans les commentaires quelles sont vos cartes préférées, vos communes, vos uncos, vos holos préférés, les cartes qui vous ont le plus marqué dans cette extension, hein, ça m'intéresse pour voir si on est à peu près raccord ou pas. La première carte que j'ai choisie, évidemment, c'est la carte de mon maître Masakazu Fukuda, qui nous a fait ce magnifique Afflamanoir star, hein, j'allais dire. Évidemment, il n'est pas shiny, évidemment, c'est pas une star, mais dans la posture du Pokémon, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui s'y rapporte, hein. C'est Fukuda qui l'a illustré. Il a fait que cette carte, hein, d'ailleurs, dans la série. Fukuda, Nishida, par exemple, sont des artistes qui sont beaucoup moins utilisés maintenant, hein, malheureusement. On leur demande de faire quelques illustrations par-ci par-là, surtout des communes, mais c'est pas non plus la joie, hein, comparé à avant où parfois ils illustraient jusqu'à 20 à 30% d'une série à eux deux. Et bien maintenant, on est très loin de cette idée-là, et ils illustrent beaucoup moins de cartes qu'avant. Bref, cet Afflamanoir est quand même très stylé. Dans la pose du Pokémon, dans la posture, hein, on voit tout de suite cette idée de spirale. Et évidemment, il a utilisé encore le nombre d'or dans cette illustration. Regardez la position du bras et des serres d'Afflamanoir qui forment cette courbe, mais aussi la position de la fumée et du feu qui sort évidemment de la bouche d'Afflamanoir, et qui décrit aussi une spirale dans l'autre sens, hein. Voilà, donc on est tout à fait dans cette idée du nombre d'or. Et je trouve que rien que pour ça, il fallait que je sélectionne cette magnifique illustration. Ensuite, il y a eu le Kaiminus. Je suis vraiment tombé amoureux de ce Kaiminus qui est absolument exceptionnel. J'aurais pu d'ailleurs parler du Crocodile également, qui est magnifique. On va dire que je le mets dans les mentions honorables. En tout cas, ce Kaiminus est une illustration de dingue. Il y a tellement de détails en fait, hein, sur cette carte. Le fait que déjà, il soit entre 2 eaux, ça me rappelle, hein, vous savez, l'alligator de Expédition, hein, me semble-t-il, où il était justement comme ça, dans un décor très marécageux, entre 2 eaux, comme un crocodile prêt à passer à l'attaque. Et ben là, on a la même chose avec ce Kaiminus. L'eau est tellement claire qu'on voit tous les détails de son corps, mais on voit bien avec la ligne aquatique, hein, que la majorité de son corps est sous l'eau. Il tient une branche comme ça dans sa gueule. Rien que ça, hein, c'est pas grand chose pourtant comme détail, mais rien que ça, je trouve que ça la rend beaucoup plus vivant, hein. C'est-à-dire que ici, ce Kaiminus, il est dans son environnement naturel, comme s'il avait été photographié par hasard, je sais pas, en train de traverser une étendue d'eau. Et au milieu de ces nénuphars, au milieu de ces branches, de ces pierres,
voilà, moi je trouve ça très vivant, c'est très très vivant comme illustration, c'est ça que je recherche aussi avec Pokémon, et donc gros big up à ce Kaiminus qui est absolument exceptionnel, qui est une de mes communes préférées, et il fallait donc qu'il figure dans ce classement. Ensuite, on a le Noirfang qui est absolument exceptionnel. On l'avait découvert avec Thomas de Cards Hunter, ce Noirfang, quand on avait ouvert la display en japonais. Il est très très beau. Il est très très beau. Le dessin du Noirfang est magnifique. Et puis, cette brume, ce fog dans le fond de l'illustration, avec la lune simplement qui transparaît, la lune qui éclaire d'une lumière argentée le Noirfang. Tout ça, c'est absolument exceptionnel. Et c'est vrai que ce décor me fait vraiment penser à une peinture, hein, quand vous voyez toutes ces teintes, ces aplats de couleurs, on dirait vraiment que le Noirfang, oui, eh bien, provient ici d'une toile, hein, et que c'est un vrai dessin d'artiste. Donc moi je suis très très fan de ces 3 cartes. Il y a plein d'autres communes, hein, dont j'aurais pu parler, mais c'est le jeu de ce bilan, c'est-à-dire il faut que je fasse des choix malheureusement et que j'en mette d'autres de côté. Mais il y a eu des cartes assez exceptionnelles, hein, qui étaient disponibles dans cette série. Donc là, vraiment rien à dire, hein, par rapport aux communes. Ça a été une franche réussite. Et comme d'habitude, hein, depuis ces dernières séries, je trouve que les communes et les Unco sont particulièrement réussis. On continue justement avec les peu communes, et là on n'a pas non plus été lésé. On a déjà ce Latias, hein, qui est ma peu commune préférée de la série. Je la trouve exceptionnelle, hein, cette carte. Elle est sublime, elle me fait penser à pas mal d'illustrations, mine de rien, du Block X, mais aussi de Diamant et Perle de Latias, qui était un petit peu dans cette idée-là, avec ce genre de dessin-là. Mais ici, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la pose, la posture, hein. Le fait que Latias, ici, soit retourné un petit peu comme si on l'avait pris en flagrant délit, en train de s'amuser en plein vol, comme ça, de faire des pirouettes, des cabrioles. Et je trouve ça assez fou, parce que ça rend bien hommage aussi au caractère farceur de Latias, tel qu'on peut le voir dans les héros Pokémon, hein, le film 5. Et ces couleurs qui sont absolument incroyables, avec ce rouge, ce bordeaux, ce rose, ce violet qui se répercutent sur le fond de l'illustration, ces teintes crépusculaires, hein, vous savez à quel point j'aime les couchers de soleil, mais on en reparlera avec le Golémastoc qu'il y a juste à côté. Mais en tout cas, ce Latias qui a un œil vibrant aussi, hein, un œil très très vivant aussi, avec ces couleurs, cet éclat, on ressent presque le côté translucide de l'œil. Et personnellement, je trouve cette carte assez exceptionnelle. Le Golémastoc ensuite, hein, on en parlait. Alors ce Golémastoc, je le trouve complètement dingue par rapport aux couleurs du fond, en fait, hein, de l'illustration. C'est complètement fou. Cette carte est incroyable. On a vraiment l'impression ici d'être dans un décor apocalyptique, c'est-à-dire vraiment, on est presque à l'approche de la fin du monde, à l'approche d'une... je sais pas si vous avez joué par exemple à Outer Wilds et que vous avez ce côté fin du monde à la fin avec, vous savez, la supernova qui détruit en fait la galaxie dans laquelle vous vous trouvez. Et bien là, c'est un petit peu la même chose avec ce Golémastoc. J'entends même la musique à ce moment-là, vous savez, avec les quelques notes mélancoliques, et on a vraiment cette impression ici avec ce feu en fait qui est visible dans le ciel, hein. Ce n'est plus un coucher de soleil, c'est carrément une explosion de lumière. Le ciel s'est transformé en brasier. C'est un feu ardent qui dévore tout le décor autour du Golémastoc. Même, on dirait que les arbres eux-mêmes ont pris feu. On pourrait penser que c'est une teinte automnale, que simplement, ben voilà, on a ce côté, les feuilles qui tombent au fur et à mesure, c'est l'automne, etc. Mais on a presque l'impression que le feu, il émane des arbres, que c'est un brasier ardent qui est à la fois présent sur la nature, mais aussi dans le ciel. Bref, moi je trouve cette carte absolument exceptionnelle. Le Golémastoc en lui-même est très très bien dessiné aussi, donc il fallait que cette carte figure dans ce classement. Et enfin le Keldeo, qui est très 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 beau aussi, ce Keldeo, qui est en train aussi de s'amuser un petit peu comme le Latias. Il fait des pirouettes, des figures à la surface de l'eau comme ça. On voit bien qu'il est seul, qu'il n'a pas conscience qu'il y a d'autres formes de vie à côté de lui, justement en présence, et je trouve sa posture magnifique, hein. Justement la noblesse, l'élégance de la licorne, hein, ici représentée par Keldeo. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup les couleurs aussi. À nouveau, hein, l'eau est très très bien faite, hein, je trouve. Les mouvements aquatiques, mais aussi les couleurs, les teintes de l'eau, on dirait vraiment un tableau d'une certaine manière. Donc personnellement, c'est mes 3 peu communes préférées de la série et elles sont vraiment très très jolies.
Ensuite, on passe aux Zolos. Alors là, c'est peut-être le défaut de la série. J'ai moins accroché aux Zolos dans cette série Force Temporelle. J'ai trouvé les Zolos clairement en dessous de ce que Pokémon nous a proposé lors des dernières séries EV. Donc voilà, ça va peut-être être un petit peu la faiblesse de la série. Ce Volcaropod, néanmoins illustré par Arita, je le trouve très 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 beau. Il est magnifique. Alors je sais que beaucoup de gens ont juste dit Osef, next, ce Volcaropod, on n'aime pas le Pokémon, donc de toute façon c'est pas fou, on le laisse de côté, on n'en parle pas. Moi personnellement je le trouve absolument dingue. Ici on est vraiment dans une simplicité de l'illustration. Donc c'est Arita qui illustre ce Volcaropod. Mais jusqu'à présent, vous voyez, avec les cartes qu'on a vues, on avait beaucoup de détails, justement, énormément de choses à dire sur les cartes. Et ici, avec ce Volcaropod, c'est pas le cas. On est vraiment dans une simplicité. Mais à nouveau, on n'a pas tout le temps besoin qu'il y ait énormément de détails et que ça pète dans tous les sens pour avoir une belle illustration. Et pour moi, ce Volcaropod en est la preuve. C'est-à-dire qu'on est ici dans un décor volcanique, on sent qu'il y a eu une éruption volcanique il y a pas très très longtemps, mais que la roche s'est refroidie. Vous voyez, donc on n'a plus que quelques traces de la lave et du magma, mais la roche en fusion s'est refroidie, et donc c'est pour ça qu'on a cette atmosphère désolée tout autour du Volcaropod. La lumière est complètement folle parce que c'est la nuit, mais le Volcaropod est très bien éclairé. Justement, on a ces teintes rouges, jaunes, que ce soit sur son corps ou que ce soit sur sa carapace d'ailleurs, avec ces flammes mèches qui partent dans tous les sens et qui sortent de sa carapace un petit peu. Moi je trouve le Pokémon vraiment très bien dessiné, très 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 réussi. Bravo à Arita ici pour cette illustration. Et il est classe en plus, Volcaropod, là, il a vraiment un vrai standing, une vraie posture. Et je trouve ça vraiment 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 très cool. Donc c'est peut-être mon holo préféré d'ailleurs, c'est mon holo préféré de la série, c'est Volcaropod. Ensuite, on a Alligatueur, très sympa cet Alligatueur. Alors, on a eu justement des Alligatueurs très réussis, je trouve, dans les dernières séries du bloc EV, voire même du bloc EB. Là, il est toujours très très bien. C'est pas le meilleur, selon moi. Parmi tous ceux qu'on a vus, c'est pas le meilleur. C'est pas mon préféré en tout cas. Mais étant donné que les autres holographiques étaient un petit peu en dessous de mes espérances, je l'ai quand même choisi, cet Alligatueur, qui ne paye pas de mine, qui est très joli. J'ai pas très bien compris ce qu'étaient ces teintes verdâtres autour de lui. Est-ce que ce sont des éclaboussures? Peut-être que, étant donné qu'il est dans un décor marécageux, l'eau stagnante est un petit peu verte pour montrer ce côté pas forcément sale, mais en tout cas avec énormément de végétation tout autour. Bon, peut-être. En tout cas, le Pokémon est bien dessiné, c'est tout ce qui compte, c'est une belle holo, et donc elle figure dans ce classement. Et ensuite, Épine de Fer. Bon, je l'ai choisi un petit peu par défaut parce qu'il m'en fallait 3. Je la trouve quand même très 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 jolie, vraiment réussie, avec oui, ce fond un petit peu rouge à droite, ces teintes vertes à gauche. Donc on a vraiment une illustration coupée en deux. Parce que c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que c'est un Pokémon temps futur. Et vous voyez la séparation entre les deux parties de la carte, elle fait écho en fait à la séparation globale de la carte. C'est-à-dire que vous avez ce côté noir, quadrillé, un petit peu informatique pour faire référence au temps futur, sur la partie droite de l'illustration, sur le texte, les attaques, etc. Et la partie jaune, la partie électrique du Pokémon tout à gauche. Et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi sur l'illustration en elle-même, avec un décor un petit peu différent tout à droite, à l'extrémité de l'illustration, alors qu'à gauche, on a vraiment une sorte de... on a une sorte d'amas de couleurs qui sont complètement différentes de ce qu'on peut voir à droite. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, c'est un clin d'œil assez cool. Le Pokémon est bien dessiné en lui-même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. J'ai choisi cette troisième carte-là en tant que holographique préféré, mais encore une fois, c'était un petit peu un choix par défaut, parce que les autres ne m'inspiraient pas vraiment. Ensuite, on passe aux ex classiques, entre guillemets. Donc, nous avons le Ectoplasma X, qui est mon ex préféré de la série, tout simplement. Très, 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 très joli Ectoplasma. Très bien dessiné, on sent qu'il y a un vrai travail sur l'illustration ici. Avec la langue justement d'Ectoplasma super bien dessinée, son corps aussi
est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. C'est pas une carte révolutionnaire selon moi. À nouveau, hein, les ex classiques, c'est pas des cartes qui vont marquer l'histoire et qui figureront parmi les plus belles cartes de la série. Mais il fallait en sélectionner 3, donc j'ai sélectionné cet Ectoplasma ainsi que Serpenteau, qui est très joli aussi, il faut le dire. Hein. On voit que c'est pas du 5-ban graphics, on voit qu'il y a un véritable travail qui a été effectué pour ce Serpenteau, très très joli, rien de spécial à en dire, hein, puisque finalement la carte, je pense, parle d'elle-même avec ses motifs temps passés, hein, qui sont disponibles sur le reste de la carte, pas sur l'illustration justement, mais au niveau des attaques, avec les strates géologiques qui rendent plutôt bien, je trouve. Et enfin le Cisaiox, qui est aussi très 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 bien, qui fait le taf, très dynamique, hein, dans la posture, dans l'illustration, donc j'aime beaucoup. Voilà, ce sont les 3 ex que j'ai choisis. Il y en a d'autres qui étaient plutôt pas mal, mais encore une fois, selon moi, c'est vraiment pas la plus grosse réussite, hein, ce sont pas les ex. Alors là, on arrive aux high-tech. Alors pareil, hein, j'en ai sélectionné 3, mais là, c'est vraiment un choix par défaut, parce que les high-tech, je les trouve pas franchement formidables. Alors, ce que je trouve très très joli, c'est l'effet brillant des high-tech. Pourquoi? Parce que quand vous les regardez justement, vous avez ces cartes IRL, donc face à vous, et que vous faites tourner la carte comme ça et la brillance sous une lumière, vous vous rendez compte que ça brille bien quand même, hein, c'est-à-dire c'est assez bling bling, ça brille de mille feux, c'est flashy quoi. C'est assez flashy, mais après les illustrations en elles-mêmes, bon, il y a une grosse saturation de couleurs quand même, ça a tendance à pas trop me plaire, et surtout, bah, c'est un peu des illustrations OSEF, quoi. La Master Ball est plutôt jolie, après on la connaît la Master Ball, hein, on sait à quoi elle ressemble. Le tambour ici, il est pas trop mal, et la cape héroïque, elle fait figuration, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas des cartes qui moi personnellement me font rêver. Il fallait en mettre 3, elles sont là, mais encore une fois, c'est selon moi pas ce qu'on retiendra de cette série, ça c'est sûr. Au niveau des AR, par contre, là, il y a vraiment eu du très 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 lourd, et ça a été difficile pour moi de n'en choisir que 3. Je voulais faire une énorme dédicace au Pijaco, hein, qui sera une mention honorable. Je voulais vraiment que ce Pijaco figure dans le classement, mais pareil, hein, j'ai fait le choix de n'en sélectionner que 3. Il n'y a pas de raison, hein, c'est 3 par rareté, donc il fallait faire un choix, tout simplement. Le Vivaldin, absolument exceptionnel, trop beau. Donc Vivaldin et Aidin, son évolution, qui est disponible aussi en AR dans cette série. Alors, c'est vrai que je pouvais pas mettre les deux. Je pouvais pas mettre et Vivaldin et Aidin parce qu'il y a tellement d'autres AR magnifiques dans la série que je pouvais pas me permettre ça. Mais faites comme si le Aidin était aussi dans ce classement. Hein. Très clairement, vous pouvez faire ça. En tout cas, c'est trop beau. C'est trop beau. On a les 4 saisons ici qui sont représentées. Alors Vivaldin, bien évidemment, hein, inspiré de Vivaldi qui a composé les 4 saisons. Donc bon, c'est une illustration qui parle d'elle-même. Hein. On n'a pas besoin, je pense, d'aller plus loin dans le raisonnement. Mais les cartes sont... Enfin, la carte en tout cas est trop belle, les couleurs sont particulièrement bien choisies. C'est un Pokémon que j'ai toujours aimé, hein, depuis la 5e génération, Vivaldin, ainsi que son évolution Aidin. Le concept que le Pokémon change de forme entre les saisons, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez exceptionnel. Vous avez donc la forme printemps, la forme été, la forme hiver et la forme automne, excusez-moi. Et là c'est trop beau, quoi. Toutes ces couleurs qui se mélangent. Rien de spécial à dire de plus, si ce n'est que c'est poétique. C'est vraiment poétique, et merci d'avoir fait cette illustration. Ensuite, on a le Métalos, qui est trop beau, ce Métalos, dans la neige. Enfin, c'est Métalos, hein. C'est tellement rare de voir Métalos s'amuser. C'est un Pokémon souvent très sérieux, hein. C'est le Pokémon de Pierre Rochard, donc un Pokémon de Ligue Pokémon qui est très puissant, Pokémon de maître, hein, même, puisqu'il appartient à Pierre Rochard. Et il a une stature, voilà, on déconne pas avec lui, hein, on n'est pas là pour rigoler. Et pourtant là, voilà, comme quoi il est capable de s'amuser lui aussi, à faire des boules de neige, comme on le voit derrière, à s'amuser
juste au centre de la ville. Alors, à côté, on a le chasse-neige hein, et Métalos qui aide à déblayer aussi la neige pour... tout simplement, il est à la fois en train de s'amuser et à la fois en train de déblayer la neige pour que les passants puissent passer sans difficulté. Voilà, mais en tout cas, c'est très joli. L'atmosphère est magnifique, avec ce petit village qu'on peut voir derrière, avec les chaumières qui sont allumées, il y a beaucoup de vie, la fumée qui sort des cheminées, on sent que c'est un village animé, c'est très joyeux, ça respire la joie, la gaieté. C'est ça qu'on aime voir aussi dans les illustrations Pokémon et donc personnellement je trouve cette carte magnifique. Et enfin le Boscara. Qu'est-ce qu'il est beau ce Boscara. Ça aussi c'est une carte qui respire la joie de vivre avec Marill qui est sur le Boscara comme ça, un autre Marill qui suit cette joyeuse troupe dans le sillon laissé par Boscara dans le champ et un petit étourmi qui vole par-dessus. Non bref c'est magnifique, c'est assez exceptionnel, c'est ça qu'on demande aussi, ces AR qui nous racontent des histoires à chaque fois. C'est vraiment une réussite et pour le coup je dois bien le dire, Force Temporelle n'a pas été lésée au niveau des AR et c'est quasiment du même niveau que toutes les autres séries précédentes qu'on a eues dans le bloc Écarlate et Violet. Même Faille Paradox par exemple qui était une série incroyable en termes d'AR, je pense que Force Temporelle est vraiment de la même stature. Voilà, donc c'est très 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 sympathique. Ensuite nous avons les Full Art. Alors les Full Art, il y en a une que j'aime énormément, c'est celle du milieu, c'est Conviction de Mortimer. Je la trouve absolument dingue cette carte, elle est trop belle. Donc Mortimer, hein, un champion que j'aime beaucoup, un champion de Rosalia dans la région de Johto qui vous donne le badge brume, qui possède des Pokémon de type Spectre. Et avec cette lune derrière, ce côté un petit peu menaçant, mystérieux, j'aime énormément ça, ça correspond bien au personnage et l'illustration est très réussie selon moi. Les autres Full Art, c'est toujours le même style, hein, c'est-à-dire que vous avez le Pokémon en gros plan, avec un fond qui est toujours un petit peu le même derrière. Bon, là j'ai choisi Ire, Foudre et Feu Perçant, parce que je trouve quand même que pour les cartes Full Art, le fond temps passé va beaucoup mieux que le fond temps futur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voyez par exemple un Pokémon temps futur, avec ce fond un petit peu moderne derrière, je trouve que ça rend pas très bien, alors que le fond temps passé comme ça avec les strates géologiques qui fait penser un petit peu à la surface de Jupiter, etc. Là par contre c'est quelque chose qui moi me plaît déjà beaucoup plus et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux cartes là en plus de la Conviction de Mortimer. Voilà, donc des Full Art, pas forcément encore une fois les plus belles cartes de la série, mais tout de même on est sur des Full Art mieux réussi que ce que certaines séries précédentes ont pu nous proposer par le passé. Les alternates, on a vraiment des alternates de très haute volée, de très bonne qualité dans cette série. Ma préférée, je pense que c'est très clairement le Chef de Fer. Le Chef de Fer, je trouve cette carte exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Le Pokémon est particulièrement bien dessiné, la lune derrière qui est énormissime, ça rend tellement bien, je trouve, que le Pokémon comme ça se dessine sur la lune, avec ces sortes de bonsaïs géants autour du Chef de Fer, avec ses couleurs un petit peu rosées. C'est très beau, ça fait vraiment un décor, oui, un décor futuriste irréel. On se dit, non mais c'est pas possible, que ce soit la taille de la lune ou l'apparence de ces arbres-là, rien n'est réel. C'est un songe, c'est un rêve, ça n'existe pas. Ou alors ça se passe dans un futur très lointain. Mais toujours est-il que c'est ça aussi qui est beau dans Pokémon, c'est les illustrations qui nous font rêver. Et moi, ce Chef de Fer, personnellement, il me fait rêver, il m'envoie dans un autre monde, c'est vraiment une carte onirique, et je l'adore. Je l'adore, c'est clairement une de mes illustrations préférées. Donc voilà, il fallait absolument qu'elle figure dans ce classement. Ensuite, on a le Feu Perçant que j'aime beaucoup aussi, vraiment très belle carte. J'aime beaucoup les cartes, vous le savez, qui sont dans un décor comme ça, jurassique, un petit peu, avec une sorte de forêt amazonienne plus quoi. Et c'était le cas par exemple pour Coraidon dans EV de base, vous le savez. Et là c'est pareil avec ce Feu Perçant qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup, personnellement je fais pas partie des gens qui considèrent que c'est une honte d'avoir touché à Suicune, Entei et Raikou, puisque Suicune, Entei et Raikou par définition ils existent encore, si vous les voulez, ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles, ils n'ont pas disparu, et d'ailleurs ils apparaîtront dans leur forme originelle probablement dans plein d'autres séries à venir, mais là on parle d'autres Pokémon qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec
avec les Pokémon originels, que ce soit au niveau de leur type, que ce soit au niveau de leur métabolisme ou au niveau de leur histoire. Hein, donc vraiment, c'est quelque chose de complètement différent. Et le Serpenteau en lui-même qui est très 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 joli, parce que comme je vous le disais, j'ai joué au DLC et ça me rappelle cette grotte au reflet cristallin qui est tout au fond en fait de la caverne de la zone 0. Quand vous descendez tout au fond de la zone 0, eh bien vous prenez l'ascenseur tout en bas et vous descendez encore plus profondément que ça lors du deuxième DLC. Vous atterrissez dans une sorte de caverne géante avec une infinité de cristaux qui se reflètent une lumière absolument époustouflante, et on voit bien que Serpenteau ici il est dans ce décor à la fois préhistorique hein, parce que c'est un Pokémon de temps passé, et à la fois merveilleux, onirique, un petit peu comme on pouvait le voir avec Chef de Fer. Voilà, donc 3 alternates qui moi m'ont très 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 clairement marqué, que je trouve absolument exceptionnelles, et pour le coup je suis vraiment très fan de ces cartes là, donc voilà, c'est une vraie réussite. Ensuite on a les Gold. Alors là les Gold je suis vraiment moins fan hein, pour le coup. Il y en a une que je trouve très belle, il faut le dire, c'est Roc de Fer. Roc de Fer, je la trouve très 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 jolie. Déjà parce que le Pokémon est bien mis en valeur comme ça en full art. C'est un Pokémon qui a besoin d'une grosse stature, et le fait que il soit bien devant comme ça dans l'illustration et qu'on le voit dans toute sa force, je trouve que ça lui rend bien hommage. Et même la couleur jaune justement des extrémités de son corps qui se fond avec le fond jaune, le fond gold en fait de la carte, je trouve que ça va bien. Jaune sur jaune, ici ça rend plutôt bien, et je trouve cette absence de contraste en fait plutôt cool. Voilà, donc le Roc de Fer j'aime bien. Le Irfoudre est très sympa aussi, hein, il faut le dire. Encore une fois, Pokémon jaune sur jaune, donc ça rend bien. Moi ça me gêne pas qu'il ait un long cou, Irfoudre. Et voilà, donc on a le décor du temps passé avec les strates géologiques habituelles, mais cette fois-ci qui sont en format gold, puisque le Pokémon que tout est doré. Et pour le coup, je trouve que ça rend bien, même si c'est pas la carte de la série qu'on retiendra. Et le Ver de Fer, bon. J'ai pas trop mis de Pokémon temps futur dans ce classement, il fallait que j'en mette un, donc je me suis dit vas-y on met Ver de Fer. Autant je pouvais pas le mettre en simple full art, parce qu'en simple full art je trouve que les Pokémon temps futur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils rendent très très mal. Par contre ici en full art gold, là c'est différent, je trouve que ça rend quand même nettement mieux, et le résultat final il est quand même plutôt stylé. Voilà, donc c'est mon choix en tout cas, c'est les 3 Pokémon que j'ai choisis pour représenter les gold. Au niveau des cartes à suivre, vous le savez, à chaque fois je vous donne le classement des cartes qu'il va falloir suivre assidûment au niveau de leur cote, en tout cas lors des prochains mois et des prochaines années. Alors j'ai pas mis Chef de Fer, pourtant c'est ma carte préférée de la série, hein, Chef de Fer, je vous en ai parlé tout à l'heure en alternate, hein, donc celle que vous voyez ici tout à gauche. Je ne l'ai pas mise ici dans les cartes à suivre, pourquoi? Parce que je reste persuadé que malgré le fait que les gens actuellement dénigrent un petit peu Feu Perçant, Serpenteau et Irfoudre, je pense tout de même que le fait que ces Pokémon soient directement inspirés de Entei, Raikou et Suicune risque de jouer à l'avenir, risque de rendre ces Pokémon plus populaires, et c'est la raison pour laquelle je pense que s'il y en a bien 3 dans la série qui vont augmenter en popularité et qui vont finir par être désirés, c'est bien ces 3-là. Irfoudre, Serpenteau et Feu Perçant. Malgré tout l'amour que j'ai pour Chef de Fer par exemple, je pense que Chef de Fer, Roc de Fer et Ver de Fer par exemple, qui sont par ailleurs très jolis en alternate, ce sont pas ces 3 cartes-là qui vont forcément évoluer à l'avenir, étant donné que déjà c'est des Pokémon de 5e génération, hein, Viridium, Cobaltium, etc., Terrakium, c'est des Pokémon qui sont un petit peu moins appréciés parce qu'ils viennent de la 5e génération, ils n'ont pas cette aura, cette genèse de la 2e génération. Et donc, pour cette raison, je pense qu'ils vont être un petit peu mis à l'écart et que les gens vont peut-être un petit peu moins s'appesantir sur leur sort au profit de Feu Perçant, Serpenteau et Irfoudre. Hein. C'est pour ça que je vous invite à suivre la cote de ces 3 cartes à l'avenir. Et enfin, j'ai mis aussi le dévouement de Bianca, donc une trainer alternate. Pourquoi? Parce que c'est Bianca, donc personnage très apprécié aussi, héroïne de la 5e génération, hein, Bianca. Très très cool d'ailleurs, un personnage plutôt bien écrit, et étant
étant donné que voilà, il y a un côté très kawaii, très mignon dans cette illustration, surtout avec le Mushána tout en haut, eh bien j'ai tendance à penser que c'est une carte qui va beaucoup plaire et qu'à l'avenir, eh bien pas mal de gens vont vouloir se l'arracher pour eh bien la mettre dans leur binder, tout simplement pour pouvoir l'admirer au quotidien. Voilà, donc c'est mon choix. Je parle beaucoup de c'est mon choix, hein, pas l'émission d'Evelyne Thomas bien sûr, hein, mais en tout cas c'est mon choix de carte à suivre. On verra un petit peu ce que ça donne à l'avenir, mais en tout cas c'est sur celle-là que personnellement, eh bien je miserai dans le futur. Au niveau de la note finale, je donne une note de B. Donc pour moi, c'est une très bonne série. Je pense que vous avez compris mes arguments. C'est une série qui aurait pu atteindre le rang A, le rang excellent, s'il n'y avait pas eu ses antécédents. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même dans une certaine forme de redite. Oui, il faut insister sur les nouveaux Pokémon qui n'ont pas encore été illustrés dans le TCG. Oui, il faut absolument que les gens et les joueurs et les collectionneurs connaissent ces Pokémon-là. Malgré tout, les Pokémon Terra Crystal, les Pokémon Paradox, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre. Peut-être qu'une petite pause de 2 ou 3 séries, ça serait pas mal, quitte en fait à réillustrer, excusez-moi, quitte à en réillustrer d'autres un petit peu plus tard dans quelques séries, mais peut-être que là il y a une certaine indigestion, je trouve, parce que voilà, au niveau des raretés en tout cas, on a fait le tour, on a compris, et j'ai l'impression qu'il y a voilà, une certaine forme de redite. C'est pour ça que la série perd un rang. Les high-tech, moi personnellement je ne suis pas fan, donc je trouve que c'est pas forcément un ajout exceptionnel. Les high-tech, c'est peut-être très bien pour le jeu, encore une fois, très intéressant stratégiquement, mais c'est moins intéressant esthétiquement, donc encore une fois ça va pas jouer en la faveur de la série. Le dernier point négatif que je voulais citer pour cette série, ce sont les cartes holographiques que je trouve en dessous. Les cartes holographiques dans cette série sont pas forcément très réussies. Il y a une que je trouve très belle, c'est le Volcaropod. Les autres, je les trouve vraiment en deçà. C'est la raison pour laquelle on arrive sur une note de B, mais après, hein, comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette vidéo, il y a quand même une véritable plus-value sur cette série, puisque on a des illustrations absolument exceptionnelles au niveau des communes, des peu communes. Déjà ces deux raretés là sont très bien représentées, hein. Vous avez vu à quel point eh bien on a eu de belles communes et de belles peu communes, mais ça c'était le cas déjà dans pas mal de séries auparavant, même si c'était moins le cas dans 4.5 Destiné de Paldea. Donc c'est pour ça que je trouve par exemple cette série mieux que Destiné de Paldea, hein. Souvenez-vous, 4.5, je vais donner la note de C, peut mieux faire, hein, parce que je trouve qu'il n'y avait aucune originalité dans Destiné de Paldea. Aucune originalité, aucune prise de risque. Les cartes, c'était simplement des cartes pour caresser les joueurs dans le sens du poil, et alors que là, on est vraiment avec cette série Force Temporelle sur quelque chose de complètement différent. Pour moi, cette série, elle offre plus de diversité que 4.5, elle prend des risques, elle offre de l'innovation, il y a beaucoup de styles différents aussi au niveau des illustrations, hein. Vous avez vu, on en a parlé, on a des illustrations qui sont très drôles, on a des illustrations qui sont nobles, des illustrations qui sont élégantes, avec énormément de scènes de vie au niveau des AR aussi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, des AR avec énormément voilà, de diversité, le Métalos qui joue, qui est joyeux, énormément de gaieté, des illustrations poétiques avec le Vivaldin et le Hédin. Voilà, on a vraiment eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, je pense, dans cette série Force Temporelle. Et pourquoi les gens ne l'ont pas si apprécié que ça? Je pense que c'est simplement parce que il n'y a pas les Pokémon que les gens aimeraient voir, tout simplement, hein. Voilà, les gens préféreraient toujours voir les éternels Pokémon populaires, Dracofeu, Lugia, Rayquaza, Noctali, Mentali, même des Pokémon de la 4e génération. Les gens sont très contents. Mais là, c'est vrai que y a beaucoup de Pokémon récents et ça ne va pas aller en s'arrangeant d'ailleurs, hein, avec EV6, puisque on est à fond dans les derniers Pokémon à avoir été révélés, les Pokémon du DLC, etc. Mais en tout cas, voilà ce que moi j'avais à dire sur Force Temporelle. La suite, je vous en ai parlé, c'est Mascarade
Crépusculaire, bien évidemment, donc la prochaine série qui est à l'heure où cette vidéo sera disponible sur YouTube. Je pense que la série est sortie en France. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver en live sur Whatnot. On fait des box break EV6 si vous vous inscrivez via mon lien qui est dans la description de cette vidéo. Et bien vous bénéficiez de 15 € utilisables sur n'importe lequel de mes lives. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Whatnot. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, à me suivre sur Twitch et sur tous les réseaux sociaux comme Instagram. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et sinon, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.